Sarah. Mets-nous en appétit. Pourquoi ça s'affiche pas? Sarah qui nous vient de Cannes, diététicienne à Cannes. Vous connaissez tous Cannes pour son festival. Et maintenant, vous connaîtrez Cannes pour Sarah José. C'est bon? Ouais, ça y est. C'est bon? Allez, ça s'affiche. Bah, écoutez, bonjour à tous. Donc, moi, je suis là évidemment pour vous parler du rôle du microbiote dans le processus d'inflammation. Alors, on n'entend pas bien, c'est ça? Vous m'entendez pas bien. Bon, alors c'est Alors pas grave, prenez-le dans la main, ce Tant sera pis. plus simple. C'est parce que j'avais quand même pris mes fiches au cas où, un peu émue que je suis de voir tant de monde, je ne m'attendais pas à tout ça. Donc pourquoi une diététicienne? Pourquoi je suis là? Et ben, tout simplement parce qu'une diététicienne ne s'occupe pas que de faire maigrir des gens. Une diététicienne dans son cursus n'apprend pas à parler du microbiote, mais moi ça fait quelques années que je m'y intéresse parce que justement on s'est rendu compte que le microbiote avait un rôle dans le processus d'inflammation, comme déjà vous en a parlé le professeur Brenner. Et moi je vais tenter en fait de vous expliquer en quoi le microbiote, l'inflammation et l'alimentation sont reliés. Donc, je vais faire quelques petits rappels généraux, étant donné la variété des gens qui sont là aujourd'hui. Donc, le tractus gastro-intestinal, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, donc, c'est le schéma que vous voyez, où on parle, où on a l'œsophage, donc l'estomac, l'intestin et le côlon. Le côlon qui est donc notre propos. Le côlon a 3 fonctions importantes, qui sont des fonctions de digestion et d'absorption. Des fonctions de, évidemment, la concentration des sels et ce que l'organisme n'en a pas besoin va l'évacuer. Petite info, donc vous avez le côlon droit et le côlon gauche. Le côlon droit qui s'occupe de l'absorption et le côlon gauche pour l'entreposage des sels. Le microbiote intestinal, comme vous voyez, est un monde vivant. Donc, le tractus gastro-intestinal, c'est l'estomac, le duodénum, jéjunum et l'iléon qui composent l'intestin, et le côlon. Et comme vous le voyez, la répartition du microbiote est de plus en plus importante de l'estomac au côlon, qui est vraiment la plus grosse concentration. On a plus de 100 000 milliards de micro-organismes répartis entre l'estomac et le côlon, suivant l'âge, et de 10 à 20 fois le nombre de cellules de l'organisme. Et on a de 400 à 1000 espèces selon les individus. Et tout cet ensemble de bactéries, de virus, de parasites constitue votre microbiote intestinal. Ce microbiote, alors j'ai mis ce schéma parce que ici, là on a une jeune femme, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. On parle du microbiote intestinal, mais on a aussi plusieurs microbiotes. On a le microbiote de la bouche, on a le microbiote de la peau, on a le microbiote des poumons, on a le microbiote évidemment du système digestif, dont on est en train de parler aujourd'hui, et le microbiote du vagin. Donc c'est pour ça que parfois on vous dit arrêtez de vous laver quand même de trop parce que vous enlevez aussi les bactéries qui sont utiles. Donc voilà, trop d'hygiène, parfois on le dit malheureusement, vous enlevez les bons microbiotes qui constituent ce que vous êtes. Donc ce microbiote du côlon, c'est le microbiote le plus important comme vous l'avez vu tout à l'heure. Il colonise les parois de l'intestin et il se concentre donc surtout dans le côlon. La composition de ce microbiote, il y a plusieurs souches d'ailleurs. Pour ceux, tout à l'heure, on avait une question concernant les probiotiques et évidemment, il y a plusieurs souches et c'est ce dont est composé le microbiote intestinal. Il est propre à chaque individu. Il est unique sur le plan quantitatif et qualitatif et il est modulé par l'alimentation. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous en parler. Tout à l'heure, le professeur Brenner vous disait qu'il y avait 3 types d'écosystèmes de côlon et aujourd'hui, en fait, on sait que le mode de vie, le sexe, l'âge, la maigreur, le pays, le climat, ils ne déterminent pas ces entérotypes pris comme écosystèmes. Donc, c'est ces 3 écosystèmes généraux. Ce qui est déterminant, c'est ce que vous mangez. Je vous en dirai un peu plus loin dans le diaporama. De la diversité de votre microbiote dépend votre santé. Donc, vraiment, vous allez le voir, c'est très déterminant tout ce que vous ingérez. Tout à l'heure, on l'a vu, en effet, le microbiote, il commence dès la naissance. C'est-à-dire qu'en effet, qu'on naisse par voie naturelle ou par césarienne, ça va changer les choses. C'est-à-dire que, tout à l'heure, vous l'avez vu, il y avait le microbiote du vagin. Et bien justement, ces bactéries-là, elles sont transmises à l'enfant dès la naissance. Ensuite, l'enfant, suivant qu'il soit nourri au sein ou au lait maternisé, eh bien, tout simplement, la diversité du microbiote et ce qui va lui être transmis va être différente. Vous avez la diversification alimentaire. Je travaille avec, notamment aussi dans le cadre de mon métier, avec des enfants et c'est très important. Malheureusement, je vois de plus en plus d'enfants qu'on ne nourrit qu'à base de pâtes,
de viande. Les légumes sont très peu présents. J'insiste, si on a ici des jeunes parents, des grands-parents, des tantes, etc., véhiculer le message. Un enfant, il n'est pas on le conditionne, c'est-à-dire que entre 0 et 3 ans, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage du goût. Et il ne faut pas partir avec vos approches à vous, c'est-à-dire moi j'aime pas la betterave, donc mon enfant n'aimera pas la betterave. Un enfant, lorsque vous lui présentez quelque chose de nouveau, comme tiens le citron, parce que je suis aussi jeune maman, on a fait le test. J'ai deux enfants, un de 9 ans et un de 2 ans et demi. Ce sont mes cobayes, hein, aussi, je le dis. Donc le petit de 2 ans et demi à qui on a fait tester la première fois aussi le citron, à 1 an, nous a fait une grimace. Ouh, j'en veux pas. Bon, qu'est-ce qu'on se dit? Option 1, je lui en redonne surtout pas. Option 2, retestons. Et en effet, le gamin, il vous le reprend sans problème. Et puis finalement, l'acide, il aime bien. Dans la bouche, là, cet organe qu'on a, on a plusieurs saveurs. C'est pour ça qu'on vous dit souvent mâcher, garder les aliments en bouche. Vous avez l'acide, le sucré, le salé, l'amer. Servez-vous-en. Et justement, ces petits à qui on apprend à manger, eh bien, lorsque vous allez leur mettre des légumes ou autres, la première fois, c'est un goût, c'est nouveau. Mais pourquoi pas? Au contraire, représentez-les. Et puis, il y a justement dans cette période-là, c'est pour ça que je vous le dis, entre 0 et 3 ans, vers les 2 ans, tout d'un coup, c'est j'aime rien. Rien n'est bon, etc. Ne les conditionnez pas. Un enfant n'aime pas les légumes. Je le dis, je ne connais aucun enfant qui n'aime pas les légumes. Il y en a toujours un qui sera copain. Il aimera toujours si vous cherchez bien. Donc on ne lui dit pas, on ne le présente pas sous cet aspect-là psychologique. Il n'aime pas les légumes, il y a des légumes qu'il n'aime pas. C'est tout, il n'aime pas tous les légumes. Mais voilà, ça les aidera grandement parce que, vous le verrez plus tard, les légumes, justement, participent à développer le microbiote. Petite chose, pourquoi j'insiste sur cette période 0 et 3 ans? Parce qu'il faut 3 ans pour constituer son microbiote intestinal. Donc ces enfants, entre 0 et 3 ans, tout se joue. Et ensuite, en tant qu'adulte, après, il y a une diversité du microbiote, mais c'est très important cette période. Donc ce microbiote, à quoi il sert? C'est un organe fonctionnel du corps humain. Pourquoi? Parce que c'est un véritable partenariat entre votre intestin et votre microbiote. Il y a un rôle métabolique, c'est-à-dire que le microbiote va fournir des acides gras à chaîne courte. Donc, vous savez, quand des fois, vous voyez, pour ceux qui lisent les étiquettes des aliments, vous avez des acides gras, notamment, voilà. Le microbiote va aider à en fournir. Et ces acides gras, quelle est leur particularité? Tout simplement, ils produisent un effet anti-inflammatoire. Le microbiote également a un rôle de défense et de protection. Il occupe la place des bactéries pathogènes, donc des bactéries responsables de maladies. Il y a une interaction également avec nos cellules, puisque ce microbiote aide au développement de la muqueuse intestinale, qu'on a vu tout à l'heure. Et vous avez également une stimulation du système immunitaire, puisque c'est le premier réservoir de cellules immunitaires de l'organisme. Cette muqueuse intestinale, tout à l'heure, et je vais vous montrer un schéma, c'est une surface de plus de 300 mètres carrés, là, que vous avez ici. Vous imaginez un appartement de 300 mètres carrés? C'est ce que vous avez en moyenne ici. Donc c'est assez phénoménal. Donc ce microbiote, il a également un rôle dans la mise en place, comme je vous le disais, du système immunitaire, puisque c'est une barrière qui permet de limiter la colonisation des bactéries pathogènes. Donc on en prend soin. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de microbiote, vous n'avez pas d'immunité. L'intestin, deuxième cerveau. Pourquoi j'ai mis cette diapo? Parce que certains d'entre vous ont sûrement lu ou entendu qu'aujourd'hui, l'intestin et le cerveau sont étroitement connectés. Et c'est vrai, vous avez une interaction du système nerveux avec le tube digestif, avec 200 millions de neurones qui relient l'intestin et le cerveau. Alors, vous voyez les noms, tout à l'heure, on vous a parlé de neurotransmetteurs. Donc, j'ai mis 2 exemples, la sérotonine et le GABA. Qu'est-ce que c'est un neurotransmetteur? C'est une molécule qui permet la transmission entre les neurones. La sérotonine, donc elle va moduler, si vous voulez, le stress, elle va moduler aussi l'anxiété et le cycle éveil-sommeil. Et cette molécule, elle est à 95% produite dans l'intestin. Donc vous voyez, ce que vous mangez est très important. Le GABA, c'est également quelque chose qui va moduler l'anxiété. Donc j'ai mis une petite phrase, dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu ressens. Donc ça, c'était l'axe dans l'intestin, c'est l'axe intestin-cerveau. Et vous allez voir également qu'il y a l'axe cerveau-intestin, c'est-à-dire que, en effet, quand on vous dit « Ah, est-ce que vous êtes stressé ?» Alors, je m'explique.
parce que je ne connais pas une vie sans contrariété, pour reprendre l'expression des anciens. Ça, voilà. Donc quand on parle vraiment, nous, de stress, c'est vraiment des choses très très intenses, très très importantes, qui vont donc avoir des perturbations au niveau psychologique. Donc vous allez avoir de l'anxiété, une humeur négative, et ça, tout à l'heure, on vous disait le mot colopathie fonctionnelle, donc vous allez avoir des troubles digestifs pour certains, perturbations du transit, des douleurs abdominales, donc ça joue. Donc il y a l'axe cerveau-intestin et intestin-cerveau, et en effet, les deux sont reliés, très très important. À côté de ça, en parallèle du stress, vous avez d'autres facteurs d'agression du microbiote. J'ai mis ce schéma et comme vous le voyez, au-delà du stress, il y a la prise d'antibio, la prise d'anti-inflammatoires, la prise également d'antiacides qui vient perturber votre microbiote, la ménopause pour les femmes, l'alcool. C'est pour ça qu'on vous dit attention aussi à la consommation d'alcool. C'est pas juste que ça rend ivre, ça abîme aussi à l'intérieur. Le sport de façon intensive, les infections bactériennes, les toxines et les polluants, d'accord ? Et évidemment, l'alimentation qu'on va voir ensemble inadaptée. Et d'ailleurs, j'insiste, il y aura également les édulcorants. Donc, microbiote, la révolution annoncée. Pourquoi j'ai mis ce titre ? Tout simplement parce que vous l'avez vu, le microbiote, aujourd'hui, est une piste sérieuse pour comprendre l'origine de nombreuses maladies inflammatoires. Et ce déséquilibre, donc qu'on appelle également une dysbiose, est le dénominateur commun à plusieurs pathologies, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement aussi la spondyarthrite. Vous avez l'obésité, la résistance à l'insuline, les hépatopathies, donc alcooliques et non alcooliques, les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, d'accord, et votre maladie chronique notamment. Donc aujourd'hui, c'est vraiment au centre des investigations le microbiote sur l'apparition et le développement de ces pathologies. Alors je vais revenir sur la muqueuse intestinale. Cette muqueuse intestinale, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est 300 mètres carrés. À quoi elle sert ? Tout simplement à l'assimilation donc, de vos protéines qui ont été coupées en petits morceaux, de vos glucides, de vos lipides. Et puis, elle est étanche. Ici, comme vous le voyez, c'est ce qu'on appelle, alors je vais simplifier, hein, c'est ce qu'on appelle les jonctions serrées. Ces petits rectangles là que vous voyez sont tout bien serrés. Donc, vous voyez, ces molécules, si elles ne sont pas bonnes, je simplifie, hein, elles ne passent pas. Donc, ce qu'on appelle les microbes pathogènes ou autres ne vont pas rentrer, ou par exemple les antigènes. Donc c'est vraiment une barrière naturelle. Alors l'écosystème donc, intestinal, cette muqueuse, pour information, elle a une durée de vie de 6 jours. Donc 50 millions qui meurent chaque jour et qui se renouvellent au bout de 6 jours. Petit problème, cette muqueuse-là, tout d'un coup, vous voyez, ça s'ouvre. Qu'est-ce qui se passe ? Elle est altérée, cette muqueuse. C'est ce qu'on appelle, tout à l'heure, on vous disait le mot, l'hyperperméabilité intestinale. Elle est agressée par quoi ? Bon, on l'a dit, le stress, les toxines, les particules alimentaires, les médicaments, les agents pathogènes et évidemment le dysfonctionnement d'organes. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Apparaissent les intolérances alimentaires, puis, en cascade, un dérèglement du système immunitaire, et pour fonctionner, le maladie auto-immune. Pour ceux qui l'ignorent, l'intestin, quand je dis que c'est le lieu d'absorption, c'est-à-dire que c'est de là où tout passe après dans le sang. Donc c'est pour ça que quand la barrière intestinale, la muqueuse intestinale est abîmée, et bien après, le bon comme le mauvais passe dans le sang. Et donc, du coup, cette hyperperméabilité intestinale a un lien avec les maladies auto-immunes, comme je vous le disais. Donc les MICI, on a les maladies respiratoires. Tout à l'heure, on parlait de l'asthme, la migraine, la constipation, la dépression, l'obésité, le surpoids et évidemment les polyarthrites. Et justement, j'avais mis, je ne savais pas quand on m'a contacté que Maxime Brébin intervenait, mais justement, j'avais fait un focus sur son intervention, voilà, en montrant que les maladies inflammatoires auto-immunes et la composition du microbiote étaient liées. Alors finalement, la question, parce que je suis là, pourquoi ? Est-ce qu'on peut modifier notre microbiote avec l'alimentation ? La réponse est oui. Oui, vous pouvez agir. Oui, bien sûr, parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, 95% de la sérotonine est produite dans l'intestin et non dans le cerveau. Donc ce que vous mangez est déterminant. Alors, finalement, qu'est-ce que je mange, Sarah ? Par où on commence ? J'ai mis un peu comme 3 principes. J'ai mis 3 principes. Donc, alimentation, qualité, tu choisiras. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout à l'heure, il y avait une question concernant le sucre. Alors, je parle du sucre raffiné, ce sucre blanc. Il y a d'autres sucres qui existent, mais voilà, ce sucre raffiné,
Si vous pouvez le plus possible, évitez-le, fuyez-le, parce qu'en fait, il augmente la croissance des bactéries qui ont un rôle inflammatoire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment l'éviter. L'édulcorant. L'édulcorant, d'ailleurs, c'est simple, si vous avez un doute sur l'édulcorant, est-ce qu'il faut en prendre ou pas, par exemple, aux femmes enceintes, on leur dit de ne pas en prendre parce que c'est un perturbateur. Les additifs. Alors, des additifs, il y en a de plus en plus. Pour ceux qui peuvent, je ne sais pas, on va prendre l'exemple de mes patients le midi et qui me disent « Madame José, moi je ne peux pas, il faut que je prenne un plat, etc. » Essayez le plus possible, vous comptez les additifs, il y en a 2. Il faut se limiter. Mais le plus possible, l'alimentation industrielle, il faut la fuir. Parce que ces additifs-là viennent encore perturber votre muqueuse intestinale. La cuisson, le type de cuisson. Quand vous faites des cuissons, vous faites vos steaks bien grillés, bien noirs, il faut oublier. Hein ? Les contenants, on voit de plus en plus aujourd'hui de contenants en plastique avec du bisphénol A. Enfin maintenant, on met sans bisphénol A. Parce que pareil, c'est un contenant qui vient perturber votre muqueuse. Ensuite, ce que vous pouvez faire, principe de précaution, prenez des contenants en verre. Ce sera beaucoup mieux. Les oméga 3, pourquoi je les ai mis ? Les oméga 3 ont un rôle anti-inflammatoire. Donc du coup aussi, ils ont un lien avec vos maladies. Probiotiques, tu respecteras. Alors, les probiotiques, avant même d'en acheter à la pharmacie, on en trouve dans l'alimentation. C'est très important, en fait, aujourd'hui, si vous voulez, d'avoir des probiotiques, parce que c'est la diversité et l'espèce qui va faire que vous aurez un microbiote en bonne santé. Et il y a deux types, notamment d'espèces, qui sont importantes. Ce sont les bifidobactéries et les lactobacillus, d'ailleurs, que pour ceux qui ont acheté des probiotiques, vous pourrez regarder. Il y a ces souches-là, d'ailleurs, qu'on trouve. Alors, où est-ce qu'on les trouve dans l'alimentation ? Tout à l'heure, il y avait une question quelqu'un me demandait au niveau des produits lactofermentés. En effet, les produits lactofermentés sont très riches en probiotiques. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est simple. Pour ceux qui aiment la cuisine asiatique, la sauce soja. Bon, attention, on n'en abuse pas si on a de l'hypertension. Hein. On a la sauce tamari. On a également les soupes miso. On a la choucroute. On a les cornichons. Alors, je suis désolée, mais je ne pense pas qu'il y ait Amora ici dans la salle. Mais les cornichons Amora, non, c'est les cornichons en saumure, comme on trouvait chez certains. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, le nom de ceux qui en font, mais voilà, ces aliments saumurés, vous pouvez les trouver. Également, tout ce qui est chou, lactofermenté. Pardon, j'ai un petit problème de voix. Vous avez également, alors, pour ceux qui fréquentent les magasins bio, et puis ceux qui ne les fréquentent pas non plus, mais qui veulent s'intéresser à ça, vous avez le kombucha, qui est un thé fermenté, et vous avez le kéfir. Alors, ce sont des choses, il y a de plus en plus de livres qui existent, et vous pouvez le fabriquer vous-même. Ça aide votre microbiote. Alors, c'est bien beau d'avoir des bactéries, d'avoir tout ça, cette diversité. Comment on la nourrit ? Grâce aux prébiotiques. Merci. Fibres, tu apporteras légumes, fruits, céréales complètes. Mais quel type de légumes ? Eh bien, par exemple, vous avez la chicorée. Alors, j'entends les feuilles, hein, pas la chicorée soluble. Hein. La chicorée, ça ne marche pas. Ah d'accord ? Bon, dommage. Vous avez les endives, vous avez les champignons, les fruits rouges. C'est pour ça que souvent, on vous dit, tiens, mangez des fruits rouges. Mais voilà, c'est riche en fibres. Et enfin, j'ai fini par un bon sommeil, de la relaxation, parce que vous avez vu, ça a une interaction aussi, le cerveau avec vos intestins, et de l'exercice quotidien tu auras. C'est-à-dire qu'en parallèle de l'alimentation, continuez à mobiliser vos articulations. C'est très important, vous le verrez, je crois, cet après-midi. C'est vraiment très important. Voilà. Eh bien, merci. Merci infiniment. Oui, vous avez pris la place aux questions. J'appelle Corinne. Corinne, toujours prête à marcher ? Ah, ou quelqu'un d'autre qui peut la... Oui, ça va. Ah oui, en courant en plus. Il y a une question un petit peu urgente là. C'était... Attendez, on vous fait parvenir le micro. Bonjour et merci. J'ai une adolescente de 15 ans, donc l'alimentation c'est toujours un peu compliqué. Plus fort, s'il vous plaît. Particulièrement, c'est les laitages, les yaourts, et même par rapport aux fruits, est-ce qu'on peut prendre par exemple des fruits surgelés ou des légumes surgelés ? Ça, c'est une question assez récurrente pour ce qui concerne les apports de... Est-ce que on a autant d'apports
avec du frais ou du fibre, surgelé. avec du surgelé que... Sans additifs. Ouais, déjà justement, vous parliez des produits laitiers. Alors, pour certains, ils ont mauvaise presse, etc. Les produits laitiers nature sont riches en ferments. Donc, les produits lacto-fermentés. Donc, absolument pas déconseillé. Vous ne les Non, déconseillez pas. alors, bien sûr, il y a une polémique aujourd'hui. D'ailleurs, je reviens dessus. C'est parce que, en effet, aujourd'hui, c'est pas le problème du lait qui est en cause. C'est surtout, en fait, la façon dont mangent nos aliments, dont mangent les animaux. Donc, prenez le bio le plus simplement possible, parce que déjà, là, vous serez quand même assuré d'un animal qui mange bien. Ensuite, les fruits et légumes les surgelés fruits et légumes ou pas surgelés. Bah, écoutez, moi, comme je dis, c'est mon petit comique que j'ai à la maison. C'est simple. Alors, je ne vais pas citer la marque, oui, mais vous avez quelqu'un qui le fait très bien. Où c'est du moment que vous le prenez, comme je vous l'ai dit, nature, c'est-à-dire vous prenez un fruit ou un légume 100% sans additifs, sans rien, et après ce sera mieux que pas du tout de légumes, parce qu'en fait, lorsque par exemple vous achetez vos légumes et vos fruits qui restent une semaine dans le frigo, ils sont dépourvus de vitamines, alors qu'un légume pris au rayon surgelé, en fait, il a été cueilli, lavé, trié et tout de suite surgelé. Donc, bien sûr, il y a une déperdition de vitamines, mais et les pesticides sur la flore, est-ce qu'il y a une incidence? Bien sûr qu'il y a une incidence. Il y a une incidence, mais tout le monde n'a pas les moyens d'acheter bio, donc le plus possible bio. Et encore, des fois, je me demande le bio parce que c'est un cahier des charges et c'est pas vérifié tous les ans. Parce que je ne travaille pas qu'en cabinet, donc c'est pour ça, et je travaille pour des industriels. Ce que je vous dirais, faites appel à votre bon sens. Et pour ceux qui viennent de la campagne, armez-vous-en. Achetez des produits de saison. Une tomate, en ce moment, on n'est pas encore vraiment dans la tomate. Beaucoup de gens concernés par la spondie évoquent le stress, comment le stress peut faire rentrer ou aggraver des maladies. Est-ce que stress et flore intestinale, il y a des preuves, des expériences qui ont été conduites pour montrant qu'un gros stress peut avoir un effet sur la composition de la flore et donc expliquer peut-être certaines choses? Alors, il y a des études qui le montrent, et puis les patients que j'ai aussi au cabinet sont la preuve même. Ils vous le disent tout simplement, c'est ce qu'on appelle la colopathie fonctionnelle. Lors de gros stress comme ça, il y a vraiment un changement, c'est-à-dire qu'ils sont soit en diarrhée, soit en continence. Mais est-ce qu'on a eu des études sur la composition de la flore intestinale sous un stress? Non, ça aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'a pas encore vraiment d'études précises là-dessus. D'accord. On n'a plus beaucoup de temps, donc une ou deux questions. Une même, madame. Ah, pardon, excusez-moi, il est où le micro? Oui, bonjour. Pardon, oui. Vous avez parlé du sucre en déconseillant d'en consommer trop. Le sucre qu'il y a dans les fruits, c'est différent? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Oui. Elle a parlé de sucre raffiné. Sucre raffiné, alors voilà, justement, parce que c'est très intéressant, très bonne question. J'entends de nombreuses personnes qui me disent: Madame José, attendez, mais il y a du sucre là sur l'étiquette. Quand on parle, nous, de sucre raffiné, c'est tout le sucre qui est ajouté. D'ailleurs, c'est pour ça que lorsque je dis vous pouvez prendre des compotes, c'est sans sucre ajouté. Le sucre des fruits est un sucre naturellement présent. C'est pour ça que normalement, dans l'alimentation, vous n'avez pas besoin de sucre. Il y en a déjà partout, à part dans l'eau, dans la viande, voilà, et dans l'huile. Merci pour cette réponse très claire, madame. Oui, ce sera... Alors, je suis contente de ce que vous me dites, puisque moi, j'ai fait un chemin personnel là, depuis le début de la maladie, ça fait 5 ans. Et effectivement, au niveau de l'alimentation, eh bien, j'applique vos préconisations. J'ai une question, en fait, qui va être plutôt sur l'interaction de nos médicaments, qui agissent aussi beaucoup sur notre corps. Et je voudrais savoir par rapport à ça si vous conseillez la détox. Alors, le fait de détoxifier son foie pour... de quelle manière? Vous parlez de jeûne? Avec des produits... Alors, non. Voilà, je ne sais pas, ou le jeûne, ou détoxifier son foie avec des plantes bio, style artichaut, desmodium, romarin. Est-ce que ça peut nous aider en tant que malade? Alors ça tombe bien comme question parce que je suis diététicienne un peu à part, dans la mesure où c'est vrai que je n'aborde pas la diététique simplement comme on nous l'apprend, et justement je travaille sur tout ce qui est nutrithérapie.
La détox, c'est très à la mode. La détox, elle n'a rien. Son unique but, déjà, quand elle est bien menée, mais avec des professionnels de santé, pas dans tout ce que vous achetez dans le commerce, ça ne sert un peu à rien. C'est pour nettoyer votre foie. Si je devais l'expliquer un petit peu pour m'adresser à tout le monde, c'est un peu comme vous avez un foie, il ne sait plus trop où trier les poubelles, s'il doit les mettre dans les bois, dans les. Alors nous, on n'est pas encore très au point sur le tri chez nous. Hein. On ne sait plus si c'est dans les contenants verts, bleus, jaunes. C'est à peu près ça, c'est ça. Voilà. Et la détox, eh bien, justement, elle vient remettre ça à neuf et puis permettre au foie donc de tout trier. Tout simplement, ça n'a aucune incidence sur le microbiote, à part juste peut-être en effet le fait de relancer la machine pour mieux évacuer les déchets, c'est son unique but. Ou après justement, une fête trop arrosée, ça fera toujours du bien de faire une détox. Vous n'y incitez pas particulièrement, Claire. Ça n'a aucune incidence sur le microbiote, c'est vraiment la façon dont vous allez manger, il n'y a pas d'interaction entre les deux. Sur le foie, l'intérêt sur le foie. Sur le foie, oui, faire une détox. Alors, j'insiste, on ne fait pas des détox tous les mois, c'est tous les 3 mois. Hein. Voilà. Mais pourquoi pas? Oui, et puis justement, enfin, c'est bien. Pourquoi pas? Non, ça a tout à fait son intérêt de se nettoyer de temps en temps. D'accord. Bon, la toute dernière question, parce que malheureusement, on a énormément de retard. Alors, j'ai une question. En fait, on me demande le jus de citron dans la détox. Le jus de citron, en fait, il va juste permettre, c'est au niveau de la bile et des sels biliaires, c'est tout. Mais dans la détox du foie, c'est plus ce que disait madame, à base de desmodium, d'artichaut, de radis noir, etc. Où là, il y a vraiment un impact sur la détox. Merci infiniment. On vous applaudit, c'était passionnant. Simplement, la photo. Et puis, je suis désolée, le temps de pause va être plus réduit, mais c'est quand même rendez-vous 14h pour une suite passionnante. Mais malheureusement, on ne pourra pas différer la reprise, donc c'est le temps du repas qui sera un peu plus court. On en est désolé. Mais c'était tout passionnant. Et merci à tous et Spondybook pour la photo.